Bonjour et bienvenue dans la genèse de mes ouvrages et donc dans la genèse de Under the Blue Sky que vous pouvez voir à l'écran. Alors, pour ceux qui ont la version vidéo, pour le podcast, allez voir la version vidéo. Toutes les années, quand je sors un roman, je décide de faire une genèse depuis le début, afin de vous présenter mon travail, non seulement au niveau du résumé, etc., mais surtout comment j'ai travaillé, comment je l'ai monté, comment je l'ai imaginé, créé, et quelquefois quelles sont les sources d'inspiration qui ont été à la base. Que ce soit des personnages, que ce soit des personnes qui m'ont inspiré, ou tout simplement des artistes que j'ai eu en tête. Alors très souvent, et je le dis, et la plupart du temps c'est comme ça, c'est absolument très très rare que ce soit des artistes qui influencent mes personnages. C'est plutôt à la fin que j'imagine quels seraient les acteurs et les actrices que je pourrais distribuer dans mon histoire. Voilà. Donc c'est comme ça que nous allons procéder. Je vais d'abord vous lire le résumé, vous expliquer un peu le contexte de quand date ce roman, etc. Et ensuite, on va développer, comme d'habitude, la bande-son, les influences, les références, etc., etc. Donc, Under the Blue Skies, donc, comme vous voyez à l'écran. Donc, le résumé, c'est à Détroit, de nos jours, le procureur en charge de l'affaire du millénaire décide de revoir l'entièreté du dossier avec un de ses enquêteurs principaux, notamment de l'époque, qui va inclure quelques révélations. Alors, au début des années 90, Ashley, qui est une brillante avocate, avait profité, suite à une mort providentielle, pour mettre la main sur l'héritage familial. Et l'arrivée d'un agent du FBI, qui avait secondé le lieutenant de police local de Détroit à l'époque, qui était quasi retraité, avait malheureusement semé le doute dans les relations entre les protagonistes et véritablement relancé la course à l'héritage. Le procureur se retrouve donc ce jour-là face à un dilemme. Celle qui semblait avoir manipulé tout son monde depuis plus de 30 ans, était-elle vraiment celle que l'on croit ? Alors, Under the Blue Sky est véritablement mon vrai premier roman, puisque je l'ai écrit en 1993, sous la forme d'un scénario à la base, qui a été primé d'ailleurs en 97, et je l'ai remanié sous forme de roman en 2004 pour littéralement le mettre dans un tiroir et le laisser dormir dans le tiroir, tout simplement parce que il y avait un prénom, et principalement de la fameuse Ashley, qui n'était pas Ashley à la base. Son prénom ne me plaisait pas dès le début, dès 93, mais j'arrivais pas à trouver un autre prénom. Tous les prénoms que j'essayais n'allaient pas. Et donc, à force que certaines personnes de mon entourage qui l'avaient déjà lu à l'époque me disent « Enfin quand même, tu vas pas le laisser dans le tiroir, il est très bien, il est très bien », en 2022, il s'est trouvé que lors d'un voyage en train, j'étais dans un duo, vous savez, les carrés là, à 4 personnes, il y avait une maman et ses enfants, et la petite fille s'appelait Ashley. Donc je ne sais pas qui ils étaient, mais je les remercie parce que quand j'ai entendu son prénom, je me suis dit mais c'est ça le prénom, en fait. Donc j'ai changé le prénom, j'ai relu le début, ça allait formidablement bien, donc j'ai décidé de le publier. Et donc, ça en fait que c'est mon vrai premier roman, mais c'est celui qui se retrouve 10e sur la ligne. Voilà, donc ça c'est Under the Blue Sky, donc il fait 304 pages, et il est distribué donc le 2 février, que ce soit sur The Book, sur Rakuten ou Amazon. Alors vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Mais si vous décidez de vous le procurer, de toute façon sur Rakuten comme sur Amazon, il y aura des frais de port, puisque de toute façon The Book a des conditions drastiques avec ces deux-là. Et que sur Rakuten et sur Amazon, les droits d'auteur sont largement divisés, puisque pour pouvoir rogner sur quelques frais de port que ce soit, eh bien, ils rognent sur mes droits d'auteur. Voilà. Donc, je gagne un tout petit peu plus
J'ai déjà expliqué que généralement je m'octroie entre 1,32 € et 1,80 € par livre vendu TTC. Donc voilà, une fois que j'ai payé tout ce que j'ai à payer, machin. Donc c'est pas, on peut pas dire non plus que ça soit énorme. Là j'en suis, si c'est Rakuten ou Amazon, j'en suis entre 70 et 80 centimes par exemplaire vendu. Pas du tout le même ratio, voilà. Mais vous pouvez les retrouver sur ces 3 plateformes, donc c'est à vous de décider comment vous voulez vous organiser. Alors, on va tout d'abord parler de ce qui, comme tous mes romans, Under the Sky a bien sûr son passé, son histoire, et un lien avec moi, évidemment. Même si celui-ci, c'est le plus proche quand même de moi, puisque c'est mon premier. Et je vais essayer de vous dévoiler un peu l'intrigue, l'histoire, mais sans vous donner la fin, parce que ça serait vraiment bien dommage, d'ailleurs. Alors, la première chose qui est arrivée, c'est la bande-son. L'histoire est arrivée, mais la bande-son, parce que la bande-son a été pensée véritablement comme le double de certaines scènes. Et d'ailleurs, à l'écran, je vais vous mettre l'image qui vous montre la bande-son et qui vous montre le découpage des paroles sur les scènes. Voilà. Enfin, en tous les cas, quelles sont les paroles où il faut que vous ayez le plus attention si vous écoutez la bande-son. Parce qu'en fait, comme à la base, Under the Blue Sky était un scénario, pour moi, il était important qu'il y ait des chansons qui soient insérées entre guillemets au montage, puisque je l'avais fait comme ça. Donc, mon scénario original avait ce découpage-là, c'est-à-dire que en haut de la scène, il y avait telle chanson, de telle parole à telle parole. Et pour moi, quand je l'avais vraiment découpé comme ça, en écoutant chaque chanson, la scène a à peu près duré le temps de ces chansons-là. Voilà. Alors, oui, vous allez me dire, mais ça devait être, tu aurais aimé être un film, quel était le réalisateur? Alors pour moi, le seul réalisateur qui pouvait faire Under the Blue Sky, c'était Oliver Stone. Voilà, comme ça c'est fait. Si. Parce que chaque chanson sélectionnée sied à la scène, c'est-à-dire que les paroles s'adaptent à la scène et font ressentir des choses qui sont pas forcément dites dans la scène ou qui n'étaient pas forcément dites dans la scène ou qui n'étaient pas formulées, on va dire clairement, mais en fond sonore d'entendre cette chanson-là. Alors oui, c'est des chansons anglaises, mais que voulez-vous, Voilà, mon premier, ça devait être forcément ça. Et pour moi, c'était obligatoire. Donc, si vous lisez le livre, le roman, je vous incite à aller écouter la bande-son. Alors, peut-être avant ou après, selon ce que vous avez envie, parce que ça peut s'écouter avant pour avoir l'ambiance générale. De toute façon, même si vous écoutez, vous n'allez pas comprendre pourquoi je le mets là. Même certains morceaux qui sont connus, vous allez vous dire mais pourquoi elle met... Voilà, donc ça vous donnera pas la fin. Et si vous l'écoutez après, vous allez peut-être vous replonger dans certains endroits où effectivement vous allez comprendre. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, la première chanson qui ouvre la bande son, c'est Duran Duran, Tiger Tiger, et de toute façon vous pouvez pas vous tromper, ça ouvre la scène, c'est comme ça, et à mon avis ça devait être même pour moi le générique, vous voyez, vous savez le générique d'entrée et le générique de fin, c'était forcément Theme for an Imaginary Film de Blur, ou End of the Century, mais pour moi c'était beaucoup plus Theme from an Imaginary Film pour tout ce qui était, vous savez, As the Cradles Roll, tout le générique de fin avec tous les gens, etc. Pour moi c'était ça le découpage. Voilà, donc alors vous pouvez écouter la bande son. Dans la barre d'infos, vous aurez le lien pour Spotify, donc vous aurez toutes les chansons. Et vous aurez absolument, donc il y en a à peu près 25, vous aurez toutes les chansons. Alors il y en a une ou deux, je crois qu'il y en a une ou deux que j'ai pas pu avoir sur la bande son sur Spotify parce qu'elles ne sont même pas diffusées. Il y en a une, c'est Abby Tucker, Breath In, donc j'essayerai de vous trouver la version audio sur YouTube parce que c'était une chanson qu'elle avait sortie en marge sur un album, un vieil album, et il n'est diffusé nulle part ce titre alors qu'il est très très beau, donc c'est très dommage, mais voilà. Alors je pense que ça faisait partie
d'une des chansons qu'elle chantait dans la série australienne dont elle faisait partie, mais je l'ai trouvée nulle part. Donc moi je l'ai parce que voilà, mais je l'ai je l'avais sur une vieille cassette que j'avais transformée en CD, et donc du CD j'ai pu le mettre en MP3, mais le son est vraiment très très mauvais. Enfin, j'ai bien bidouillé, mais il n'est pas topissime. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver la version audio sur YouTube, sachant que sur Spotify ou autre, je ne l'ai pas trouvé. Alors si quelqu'un le trouve sur Deezer ou sur une autre plateforme, je serai preneuse du MP3 de grande qualité. Voilà, donc n'hésitez pas si vous l'avez. Alors évidemment, j'avais travaillé sur la musique et j'avais même écrit 2 chansons. Si. J'avais écrit 2 chansons en anglais qui pour moi étaient les 2 chansons qui devaient illustrer un moment dans le scénario. Et j'avais même les interprètes. C'est-à-dire que j'avais écrit selon... alors on parle de 93, hein, je rappelle, voilà, donc contexte 93. Et j'avais écrit en anglais, qui n'était pas un très bon anglais, mais je l'avais écrit très rapidement parce que je voulais que ces 2 chansons-là soient, alors à un certain moment du film, mais personne ne les avait jamais chantées, donc j'ai écrit les paroles très rapidement, avec plein de fautes, j'en avais rien à faire, mais c'était le ressenti des 2 scènes, et j'étais sûre que vous voyez d'ailleurs, je vous les mets à l'écran, que la première, donc Nevermind, qui aurait été chantée soit à l'époque par Sarah McLachlan, soit par Shania Twain, soit par Abby Tucker, parce qu'elles avaient des voix particulières, un timbre de voix qui seyait vraiment très très bien à ce que je voulais faire ressentir aux personnes qui verraient ou qui écouteraient. Et Your Life, c'était obligatoirement Blur, qui aurait donc remplacé le theme from an elementary film, parce que c'était une chanson qui était pour moi dans la tonalité du Blur de l'époque, donc de 93, qui pour moi qui aurait pu être très très bien chantée. Et qui collait d'ailleurs à une de leurs chansons, All Your Life, mais qui était à peu près dans ce tonal, et qui a collé après à une de leurs chansons All Your Life, mais c'était ça. Voilà, c'était étonnamment, mais je vous assure que ce que vous voyez à l'écran est véritablement le dossier que j'ai fait pour le scénario. C'est-à-dire que j'ai monté ça, alors c'est écrit en anglais parce que je l'avais traduit en anglais pour une de mes copines, mais j'ai vraiment présenté ça quand j'ai présenté le scénario au concours. Donc ils avaient tout cet appui-là, cette base que vous avez vous à l'écran, avec les découpages des chansons, etc. Ils l'avaient eux, hein, donc voilà. Alors pour les références, honnêtement, il n'y en a aucune pour ce roman. Bon, enfin en tous les cas pas précise. Seuls les noms et les prénoms et les noms de famille sont des références soit des copains, soit des amis, soit des artistes que j'aime ou que j'aimais. D'ailleurs, vous voyez à l'écran le nom des personnages. Pourquoi j'ai fait ces personnages-là? Donc vous voyez la raison pour laquelle j'ai appelé un des personnages Neil, Jude, Charlie, etc. Parce que en fait, il y avait des gens que j'aimais bien, où j'avais envie juste qu'ils soient dans mon premier roman, entre guillemets. En tous les cas mon premier scénario, et j'avais vraiment envie que leur référence, que leur prénom ou leur nom de famille soit un petit rappel pour moi, parce que quand je lisais, pour moi savoir que j'avais appelé ce personnage comme ça, ça me rappelait à moi pourquoi je l'avais fait. Et sur le côté, donc de l'autre côté, vous avez non seulement le nom complet des personnages, donc qui peuvent expliquer certaines choses, leur travail, enfin ce qu'ils sont dans la vie. Alors c'est véritablement le plan de 1993, hein. C'est pas celui quand je l'ai en 2004, quand j'ai réinséré les 2 autres personnages. Que je vous montrerai à l'écran aussi, vous verrez. Je vous mettrai carrément le dossier de présentation à l'écran, donc vous verrez, je vous montrerai quels sont les trucs, on va en parler juste après. Mais ça, c'était vraiment 93, hein, donc c'était les personnages de base. Et les acteurs de l'époque. Donc je peux pas tricher, vous voyez à l'écran tous les acteurs que j'aurais moi pris
pour jouer les rôles. Alors, il y en avait certains qui étaient en pourparlers, il y en a deux, notamment, comme vous voyez, il y a l'inspecteur de police et le chef de la police, parce que, en fait, c'était 4 acteurs que je trouvais particulièrement géniaux, enfin, que je trouve particulièrement géniaux, mais qui auraient été parfaits pour le rôle, mais qui auraient apporté à chaque fois une touche différente dans le personnage. Et donc, pour moi, quand j'avais sélectionné ces acteurs-là, c'était le choix du réalisateur. C'est-à-dire que les autres, bah, c'était plus ou moins pas du tout négociable. Euh, En gros, il y en a deux qui manquaient parce que je n'arrivais pas à caster véritablement deux. Parce que bah, ceux que j'aurais pu caster, bah, ils étaient très bien, ils étaient très connus à l'époque, mais ils me plaisaient pas pour les rôles. Mais tous les autres étaient vraiment parfaits. Pour moi, c'était vraiment, voilà, ça ressemblait exactement à ce que ça devait ressembler. Alors maintenant, je vous dirais qu'effectivement, il y en a certains qui n'ont plus cours, hein. Voilà, qui sont trop vieux pour le rôle, ou qui sont trop, ou qui sont plus là. Mais franchement, à l'époque, c'était exactement comment j'avais imaginé mes personnages. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon scénario, que j'ai monté mes personnages, dans ma tête, ils ressemblaient à ça. Après, quand parce que moi, le scénario, c'est pas très bien décrit, mais quand moi, j'avais mes papiers à côté, donc je savais à quoi ils ressemblaient. Et donc, quand je me suis dit, à la fin, que j'ai fait le point final, je me suis dit, bon, maintenant, quels seraient les acteurs qui pourraient faire tes personnages. Et comme j'avais les caractéristiques de chaque personnage, bah, à cette époque-là, il y avait ces acteurs-là qui étaient parfaits. Voilà. Donc, il n'y avait pas à tortiller. C'était... que voulez-vous, voilà, je peux pas faire mieux. Alors, évidemment, vous allez vous dire les personnages emblématiques, machin, blabla, etc. Bah, de toute façon, la seule personne que je peux donner, c'est Ashley. Parce qui, à la base, comme vous le voyez, que vous l'avez vu en haut et comme vous le voyez à l'écran, s'appelait Kelly. Mais alors, pas du tout, du tout. Tout le monde adorait l'idée de ce truc. Alors, c'était la grande mode de Kelly à l'époque. Mais c'était même pas pour ça que je l'avais pris. C'est juste que ça sonnait assez bien à l'oreille avec les personnages, le nom des personnages, des autres personnages, mais pas du tout avec son nom de famille. Et moi, je n'aimais pas. Et tout le monde avait beau me dire ça va, ça va, ça va. J'arrivais pas à trouver un pendant parce qu'il me fallait un prénom qui sentait à la fois la poudre, avec un diminutif qui laisse un indice sur le roman. Donc H, ça veut dire en anglais cendre. Donc en fait un peu le style Attila, hein, où elle passe, il n'y a plus que l'herbe ne trépasse, hein, voilà en gros. Donc il fallait quelqu'un qui sentait la poudre, le sulfureux, donc ou les cendres, etc. Et j'arrivais pas à trouver, mais vraiment. Et je vous dis, je remercierai jamais assez, voilà. Cette personne-là qui est arrivée dans ma vie, pour moi, ça collait parfaitement à cette femme. Voilà, pour moi, elle devait rester mystérieuse à la fois, elle devait être à la fois un brin femme fatale et un brin une gamine perdue, et vous comprendrez pourquoi dans le roman. Et donc voilà, c'est pour ça, je pense que j'ai laissé ce roman dans le tiroir entre 97 et 2024, parce que il y avait le nom du personnage qui ne m'allait pas à moi. Alors vous allez me dire, si vous lisez maintenant, peut-être que vous allez vous dire, ah mais non, tu aurais très bien pu laisser Kelly, c'était pas un problème, c'est américain, 93 c'était à peu près l'époque, ça aurait très bien pu marcher, il y a beaucoup de Kelly aux États-Unis, etc. Oui, mais moi ça marchait pas. Voilà, parce que le prénom de mes personnages, ou la signification, très souvent de mes personnages ont une importance. Je ne mets pas le nom et prénom de mes personnages ne sont pas donnés comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Je sais pourquoi je leur donne. Voilà, donc il y a une signification. Des fois, je ne vous la donne pas. Et quelquefois, je la donne. Voilà. Comme dans Liverpool Connection, il y a des significations de noms de personnages qui donnent plus d'indices sur leur qualité, leur vie, leurs caractéristiques, que ce que je pourrais décrire. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, alors, j'ai failli... Alors oui, le roman possède la liste des personnages. Elle à la fin du roman.
parce que je me suis trompée de fichier. Alors je vous le dis tout de suite, vous avez vous avez un cul bordé de nouilles, parce que ça ne devait absolument pas être dans le roman. C'était pas du tout mon intention à la base. De toute façon, je ne voulais pas que le lecteur puisse avoir le nom des personnages parce que je voulais qu'il patauge. Voilà. Non, mais je suis mauvaise comme une teigne. Non, mais je voulais que les lecteurs potentiels puissent s'interroger, patauger un peu en se disant putain mais c'est qui, mais pourquoi il est là lui. Voilà. Et avec la liste des personnages, si vous mettez un post-it, vous pouvez vous référer à la liste et c'est beaucoup plus simple. Alors le fait est qu'elle a apparu à la fin parce que c'était un outil de travail et que je l'ai envoyé à quelqu'un juste pour vérifier quelque chose dans le truc. Donc j'ai dû lui mettre la liste pour lui dire, bon voilà, tu as la liste, donc est-ce que tu peux vérifier de telle page et telle page et telle page, juste comme ça. Et en fait, j'ai envoyé le fichier et je me suis aperçue trop tard. C'est-à-dire, en fait, je me suis aperçue quand je l'ai envoyé à la BNF, l'exemplaire. Et je me suis dit, non, merde, il est à la BNF avec la liste des personnages, donc il faut que tu le laisses. Voilà, bon, c'est ma faute, hein, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà, vous avez de la chance, mais moi, ça m'énerve. Bon, bref. Les arcanes, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que j'ai ressorti mes notes de 93 et que j'ai écrit ça en 4 mois. Pendant tout un hiver, entre 2h30 et 3h par soir, que je l'ai tapé, que je l'ai écrit, contrairement aux autres, je l'ai écrit pratiquement à la moitié sur papier et je l'ai tapé à la machine, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Je l'ai tapé à la machine électronique, là, pour le reste, voilà. Et que j'avais qu'une seule chanson dans ma tête, mais il n'y a vraiment qu'une seule chanson, et je vous donne un indice, c'est la 12e. Voilà, de la playlist. Voilà, donc vous allez voir la 12e, et puis vous saurez quelle était la chanson que j'avais, enfin le morceau que j'avais dans la tête. Pour vous dire que je ne suis pas tout à fait bien équilibrée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait gagné un prix. Il a gagné le prix du meilleur scénario en 97 dans un concours à Marseille. La couverture, vous l'avez à l'écran, je vous la montre. C'était la base. C'est une truc basique, hein, j'en avais rien à foutre en fait. On me jugeait pas sur la couverture, d'ailleurs c'était dans les indications pour le concours. En fait, on pouvait très bien n'avoir qu'une couverture avec le titre. Ça suffisait amplement. Il fallait pas que mon nom apparaisse sur la couverture, bien entendu, mais que le titre. Voilà, et c'était pas la peine d'avoir une photo, une couverture, c'était pas leur problème. Et moi, j'avais vu ce petit agencement de bâtiment, qui était un bâtiment Détroit, hein, enfin qui était un truc de Détroit, puisque ça se passe à Détroit. Et je tenais à mes fenêtres d'immeubles de Détroit. Donc je voulais en fait avoir plusieurs possibilités, plusieurs immeubles et surtout plusieurs fenêtres. Et vous pouvez le voir sur la couverture actuelle. J'ai tenu absolument... Alors j'avais 4 photos que j'avais sélectionnées pour la graphiste. 3 qui étaient des inspirations de fond pour la 4e de couverture, par exemple, ou autre. Mais celle-là, je l'avais mis en premier parce que pour moi, elle rappelait bien sûr mes immeubles de base. Et puis surtout, il y avait à peu près, vous voyez à peu près 9 cases sur la couverture, et, enfin 9 fenêtres, et qui donnent sur la ville, donc Détroit. On ne sait pas exactement, mais voilà. Alors ça peut être un bâtiment, alors pour la petite histoire, c'est un bâtiment qui est détruit, hein, dont il reste que la façade. Mais pour moi, c'était autant de fenêtres sur l'histoire, c'est-à-dire que chacun pouvait prendre la fenêtre qu'il voulait, pour regarder ce qu'il voulait derrière. Et puis ça pouvait être aussi comme un voyeur, quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure ou qui regarde par la fenêtre pour voir ce qui se passe chez les autres. Et puis aussi le nombre de possibilités que vous pouvez avoir dans une enquête, puisque c'est un cold case. Il y a une enquête aussi voilà, qui est faite. Donc à force de lire les papiers tout le long, puisque c'est véritablement un dialogue entre plus ou moins, pratiquement sur les 3/4, 2 personnes qui relisent des notes, qui relisent des milliers de pages d'enquête, de PV, d'interrogatoires, etc. Et donc en fait, plus ils lisent, plus ils découvrent, enfin ils revoient des choses qu'ils avaient peut-être omis ou oubliées, et en fait ils ont une autre possibilité, donc ils regardent par une autre fenêtre à chaque fois. Donc c'est pour ça que je voulais cette photo impérativement. Alors j'ai été un peu chiante
beaucoup. J'étais un peu beaucoup chiante avec la première ébauche qu'on m'avait donnée de mon roman, enfin de la couverture. Je sais que j'ai embêté énormément la graphiste et Fanny, donc, puisque c'est la compagnie de Fanny, l'entreprise de Fanny qui a fait la couverture, donc c'est Auto-édition Karénine. Parce que même Fanny adorait la photo que la graphiste avait trouvée. Et moi, pas du tout. Alors, c'est pas parce que la photo ne correspondait pas à Détroit, elle correspondait très bien à Détroit, mais elle ne correspondait pas à mon roman. Et elle correspondait. Et il n'y avait aucune possibilité que je rattache à une scène du roman ou à un indice du roman, mais vraiment aucune. Et donc c'est vrai que quand je lui ai dit ah, non, non, moi je veux celle-là de photo, j'achète les droits de la photo, mais je la veux, quoi. Si je l'ai mis dans le PowerPoint en premier, c'est que pour moi elle était essentielle, il fallait la foutre. Et je sais que la graphiste et Fanny n'étaient pas du tout sûrs de la photo. Ils l'ont mise pour moi, entre guillemets, ils ont dit bon, ok, on va te la mettre parce que tu insistes. Mais je sais que Fanny, 2 fois, m'a posé la question en me disant « Mais tu es sûre pour la photo? Tu es sûre pour la couverture ?» Et quand j'ai vu la couverture revenir avec cette photo-là, je lui ai dit « Mais non, c'est banco, c'est celle-là de couverture. Il n'y en a aucune autre qui peut aller. » Voilà. Et donc, je sais ce que je veux pour mes couvertures. Je sais que je suis très chiante pour ça. Et à chaque fois, je le dis à Fanny, je suis chiante. Parce que je vois ma couverture. Celle de l'année prochaine, je la vois, ma couverture. C'est-à-dire, je pourrais, si j'avais un logiciel de graphisme et que je la dessinais, je la mettrais en forme moi-même, la couverture. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois mes couvertures, je sais ce que je veux mettre comme indice. Là, je viens de vous expliquer les cases, etc. Donc, voilà. Et pour moi, la couverture doit rassembler, si vous avez déjà vu celle de Liverpool Connection ou même de Retour en URSS, il y a des indices, ou de Cassien, il y a des indices dans la couverture, quelquefois dans la quatrième, là il y a une couverture quatrième banale, mais voilà, je ne l'ai pas fait retoucher parce que je voulais pas. Et puis on perdait trop de temps, mais il y aurait eu un indice que j'aurais aimé mettre en quatrième, mais il n'y a pas une gravité de ne pas l'avoir mis. Par contre l'année prochaine, je vais être beaucoup plus chiante. Mais voilà, je sais ce que je veux parce que je veux laisser au lecteur la possibilité d'avant d'ouvrir le livre, de regarder la couverture et de se dire ah, elle va nous emmener peut-être là, ah il y a ça, ah il y a ça, et qu'après je vous pomme la gueule ou que je vous pomme pas parce que vous avez tout trouvé, bravo, et que quand vous avez fini le roman, vous fermiez le roman et vous avez la couverture ou la quatrième selon comment vous l'avez mis et vous vous dites ah ouais, ah elle nous avait mis ça, ben on aurait dû se douter, oh là 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 là, voilà, c'est vraiment parce que je veux que mes couvertures ressemblent à mon roman, ressemblent à ce que moi je veux faire ressentir du roman et pas parce que c'est la mode. Et pas parce que c'est à la mode de faire des couvertures comme ça, que c'est attirant, que ça va vous plaire, que le lecteur va dire ah ouais c'est très moderne, ah les trucs, ah non non mais moi non je m'en fous, je peux paraître vieillotte, mais mes couvertures comme l'intérieur de mes romans doivent être dans mon univers à moi et pas collés à l'univers des autres. Voilà, je veux pas être formatée parce que c'est votre travail. Enfin, moi, j'estime que c'est mon travail que je défends et je ne peux pas défendre mon travail si ce que on me donne n'est pas quelque chose que je peux défendre. Voilà, si une couverture, si par exemple sur Under the Blue Sky, on avait gardé la photo, l'autre photo, parce que c'était... alors, imaginons que c'était Fanny et la graphiste qui avaient le mot final, parce que, voilà, on aurait dit, tiens, on va voter. Si 2 contre 1, c'est eux qui avaient gagné. J'aurais pas pu défendre la couverture. Enfin, je veux dire, honnêtement, j'aurais trouvé aucune défense de la couverture. J'aurais dit, oui, elle est très bien, très très bien, oui, oui. Oui, oui, écoutez, l'équipe l'a validée, oui, oui, elle est très bien, mais j'aurais jamais pu défendre ma couverture. Voilà. Moi, je veux défendre mon livre de A à Z, c'est-à-dire de la couverture à la dernière page. Je veux que si un lecteur m'interroge et me dise mais je comprends pas Lisa, pourquoi tu as écrit ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as mis ça, je veux pouvoir le défendre moi. Voilà, c'est pas, enfin je veux dire c'est comme un chef qui va faire un plat signature, il doit défendre son plat. C'est comme un peintre, s'il défend son tableau, il doit défendre son tableau. Quand vous faites un truc artistique, cuisine étant un art, je rappelle, vous devez défendre votre boulot. Si vous pouvez pas le défendre, ça c'est pas possible. Vous pouvez pas. Voilà. Enfin moi c'est mon éthique à moi. Après c'est chacun libre de son fait. Alors à l'écran vous avez, et je vous le mets très rapidement. Ah vous avez de la chance. Hein. À l'écran vous avez donc le premier.
la première page du scénario de 93. Voilà, donc vous avez à l'écran, et vous allez voir, il y a une petite faute en haut, si vous regardez bien, en haut à droite dans les noms. Il y a écrit 1933, parce qu'à l'époque, quand j'ai tapé sur la machine à écrire, il y avait écrit 1933, et je me suis trompée, et j'avais pas du tout, comme j'avais tapé 2-3 pages, j'avais pas du tout envie de recommencer toute l'écriture. Et donc j'ai laissé mon 33, parce que je me suis dit au moins personne ne peut contester que c'est mon scénario, vu que c'est moi qui fais la faute. D'ailleurs, le jury du concours avait beaucoup ri en me disant mais si vous l'aviez pas dit lors de la remise du prix, jamais on l'aurait vu parce qu'on n'avait pas fait attention. Parce qu'à l'époque, il y avait écrit juste que 1930, enfin 33, il n'y avait pas écrit 97-2004, hein, je veux dire, voilà. C'est quand je l'ai retapé bien comme il faut. Donc voilà, la première, comment ça s'ouvre. Et vous imaginez bien Tiger, donc, puisque c'est noté, c'était noté dans le scénario. C'est-à-dire vraiment, j'étais allée juste à mettre que s'ouvre la musique Duran Duran, Tiger, qui s'échappe brièvement. Voilà. Pour moi, c'était évident qui est ça. Voilà, donc vous avez vraiment la première page du scénario originel de 93, donc ne vous plaignez pas. Hein. Deuxième diapo, donc autre diapo que je vous montre, c'était la chronologie de 93. Vous voyez qu'elle débute en 27 novembre avec un 00, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était 93, mais ça pouvait être une autre année, et qu'elle finit dans la version de 93 2 ans plus tard. Voilà. Et vous avez au détail, scène par scène, dans le scénario, c'était, voilà, plus 10 minutes, plus 3 heures, plus 4 heures, plus 10 heures, plus 15 heures. Vraiment comme une enquête policière, 3 jours après, 1 mois après, etc. Voilà, c'était vraiment, pour moi, mon découpage chronologique, mais vraiment le découpage parfait. Donc, prochain, bon, petites informations, ben, ça vous l'avez eu tout à l'heure, je vous l'ai montré, donc on passe rapidement, puisque c'est exactement la même diapo que vous avez eu tout à l'heure. Et voici la diapo que vous avez, vous, entre les mains, c'est-à-dire c'est mes versions de 97 et 2004, où j'ai, comme vous le voyez, récupéré, où j'ai inséré 3 personnages. Alors, c'est faux parce que y avait vraiment un procureur dans 93, et il y avait vraiment Maggie, qui était l'assistante pas du procureur à l'époque, mais qui était l'assistante de Todd dans la version de 93. Donc elle existait déjà, mais je l'ai juste remis 30 ans plus tard, on va dire, comme assistante du procureur. Donc il y a Kay, qui est l'enquêteur privé, qu'on croise sans savoir son nom dans le scénario de 93, puisqu'il travaillait pour Todd, qui était donc le procureur de l'époque, et Maggie, qui était sa secrétaire. Voilà. Mais on les croise, ils n'ont pas de nom, pratiquement pas, enfin Kay n'en a pas, et Maggie, c'était juste vraiment, je crois, au détour en bas à droite, vous savez, le truc que personne ne lit. Voilà. Et le seul vraiment personnage que j'ai ajouté, c'est Miller, puisqu'il m'allait un procureur 30 ans après qui prenne l'affaire. Voilà. Donc là, vous avez véritablement la liste des personnages par ordre alphabétique de la version que vous avez entre les mains. Tout le monde y est. Je pense que j'ai omis personne, j'espère. Mais en tous les cas, c'est celle que je vous avais à la fin du roman. Donc si vous l'avez entre les mains quand vous écoutez cette genèse, eh bien, vous pouvez constater que c'est les mêmes. Avec, je crois, je sais même pas si j'ai fait les flèches, je me rappelle pas. Comme quoi vous vous dites, bon, enfin, un peu débile la petite, mais bon, c'est comme ça. Alors, vous savez très bien que j'aime bien certains personnages, des gens que j'aime plus ou moins, des personnages que j'aime plus ou moins. Ça, je vais les garder pour moi, parce que ça risque d'influencer votre vision du roman. Mais il y a des personnages que j'ai aimé développer plus que d'autres. Voilà, donc alors par contre ça se passe à Détroit, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une de mes copines amies américaines qui habitait à Détroit avec son mari à l'époque, et qui m'a carrément, à l'époque je rappelle qu'il n'y avait pas trop internet quand j'ai commencé à faire ça, et donc on s'écrivait, et donc je lui avais écrit toute une liste de questions et des endroits à Détroit que je voulais absolument qu'elle me photographie. Donc elle m'avait photographié, elle avait développé les photos, elle m'avait envoyé les photos dans une grande enveloppe, et elle était allée à la librairie, enfin à la bibliothèque municipale de Détroit, elle est allée dans le musée qui est qui fait partie du Sénat, elle était allée dans plein d'endroits que je connaissais mais dont j'avais pas de traces, et donc elle est allée faire
on va dire, les photos, interviewer des gens. D'ailleurs, dans le scénario, il y avait des remerciements, etc., de certaines personnes à Détroit qui m'avaient grandement aidé, notamment à la librairie, enfin à la bibliothèque municipale, qui m'avaient envoyé des catalogues, qui m'avaient envoyé, parce qu'elle leur avait expliqué, oui, oui, on lui envoie donc des catalogues, des extraits d'articles sur la bibliothèque municipale, sur le truc, etc., sur comment ils travaillaient à Détroit dans les bibliothèques de quartier, etc. Bon, bref, je me suis retrouvée, le directeur d'un des musées de Détroit m'avait carrément envoyé le catalogue, j'avais 400 pages, mais il pesait une tonne, d'ailleurs je l'ai encore en Dordogne, de toutes les œuvres qu'il y avait dans leur musée. Bref, j'avais été inondée de matériel sur ça, et j'étais hyper méga contente, quoi, et vraiment, honnêtement, c'était un bonheur de compulser toutes ces données qui sont pas forcément sortis dans le scénario ni dans le roman, mais qui m'ont donné l'ambiance de ce que je voulais faire. Voilà. Donc la prochaine vidéo, comment dire, la prochaine diapositive que vous avez à l'écran, bah, vous l'avez déjà, c'est la bande son, donc bah, ça vous l'avez eu tout à l'heure, donc voilà, il y a un accès direct à Spotify, donc je vous mettrai dans la barre d'infos, et on finit donc par les deux dernières chansons, mais ça on en a parlé tout à l'heure. Donc ça c'était le dossier de présentation. Et c'était donc, bah écoutez, ce que j'avais donné pour fournir, pour avoir de la chance à mon petit concours. Moi, je suis très heureuse de sortir Under the Blue Sky, même si j'ai un peu la trouille, je dois l'avouer. Alors, depuis, moi j'enregistre ça, on est le 14 janvier, puisque je l'ai enregistré un petit peu avant, pouvoir bien monter les photos que je veux mettre, etc. Mais entre-temps, il y a eu des demandes d'interviews, que ce soit presse ou radio. Donc j'espère qu'elles vont être menées à bien. Voilà, celle de la presse, ça se pourrait fort bien, mais hein, on n'est jamais à l'abri que ça marche pas. Parce que il peut que, voilà, vous voyez, il y a des remaniements ministériels, etc. C'est des choses importantes pour les journaux, pour les radios, et peut-être qu'ils peuvent très bien couper mon papier. En se disant, il nous faut plus de colonnes pour ça, pour couvrir l'actualité. Donc, un roman, on s'en fout, on passe derrière. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc du 14 janvier, je dois théoriquement avoir un papier dans un quotidien de Dordogne, et je dois avoir une interview radio. Voilà. Après, qu'est-ce qui arrivera après? Je ne sais pas, mais n'hésitez pas à aller sur Instagram, sur mes stories ou mon profil. Si ça sort, si j'ai des papiers, je les mettrai. Voilà. Et n'hésitez pas à aller sur le site officiel lisagirotaylor.com dans l'onglet Mes livres, et donc bien sûr l'onglet Under the Blue Sky, et il y a écrit on en parle, et c'est toutes les coupures de presse que j'aurai, ou les audios que j'aurai, ou quelque chose que j'aurai. De toute façon je les distribuerai, ceux qui sont abonnés à la newsletter les auront aussi. Je ferai des liens pour aller les écouter. Voilà, j'ai mis un drive où il y a Under the Blue Sky, et je mettrai tout ce qu'il y a dedans. Derrière. La présentation est faite, le communiqué de presse y est, etc. Tout ce que je peux rassembler sur mes bouquins, ils sont dans un drive. Chaque bouquin a son drive avec les coupures de presse, les audios, les présentations, etc. Donc si vous avez vraiment envie de savoir un peu comment évolue le roman, n'hésitez pas. Voilà, demandez, allez voir, sachant que, écoutez, j'espère qu'il sera mieux traité que celui de l'année dernière, hein, parce que Monte vers l'idéal a été véritablement un four. J'ai eu un très beau papier. Bon, ils se sont trompés dans mon nom, ils l'ont rectifié, mais j'ai eu un très beau papier. J'ai eu 4 colonnes dans un quotidien, ce qui est quand même pas dégueulasse. Voilà, c'était... tout le monde l'a passé sous silence, alors que je sais que les gens qui l'ont lu l'ont trouvé très très bien, l'ont trouvé très touchant, ils ont vraiment beaucoup aimé. Comme quoi, vous voyez, quelquefois dans la vie, c'est pas celui qu'on pense qui va marcher qui marche le mieux, hein, voilà. Donc ça, c'était la genèse de Under the Blue Sky. J'espère que ça vous a plu, ce que je vous ai montré à l'écran vous a intéressé, et surtout, que ça vous a donné peut-être envie de découvrir le premier roman de Lisa, puisque c'est le premier scénario que j'ai écrit, la première chose qui est arrivée à plus de 300 pages, hein, on est bien d'accord, parce que les autres, j'avais quand même écrit beaucoup de choses, mais c'était surtout des suites
de romans ou de films ou etc. qui me plaisaient, et ça atteignait les 100 pages, 150, mais rarement plus. Voilà. Là, c'est vraiment celui qui était vraiment conséquent et qui pouvait être sous scénario. Les autres, ça aurait pu être des petites nouvelles. D'ailleurs, ça a été souvent présenté comme des short stories, mais pas comme des romans. Voilà. Donc c'est vraiment le premier. Après, quelqu'un m'a dit très gentiment... quelqu'un qui ne faisait pas partie du groupe de prélecture, et d'ailleurs je remercie les personnes qui ont fait la prélecture avec moi là, en avant-première en novembre, parce qu'elles ont été vraiment adorables, adorables. Et je pense qu'elles en parleront peut-être quand elles auront envie, si elles ont envie d'en parler, puisqu'elles avaient l'autorisation de le faire à partir de la fin janvier pour en parler. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Mais il y a une autre personne qui l'a lu à part dans mon cercle professionnel, donc qui n'a aucun intérêt à me dire des compliments parce que ça ne rentre pas dans son cadre de retour, mais qui m'a dit franchement, on voyait large, parce que la personne en question a déjà lu quelques de mes romans, pas tous, mais elle en a lu 3 ou 4 déjà, au moins les 4 derniers. Euh, et elle m'a dit, c'est ton premier, ben on voyait vachement le potentiel. Franchement, si tu m'avais pas dit que c'était le premier, j'aurais pensé que tu l'avais écrit là, au milieu de tous les autres. Voilà, donc comme quoi, il fallait que je le sorte, cette merde, au bout du compte. Donc merci meilleur ami d'avoir persisté, merci à qui il sait, même s'il n'est plus là, d'avoir insisté lourdement depuis 30 ans. Parce que bah, finalement, au final, et Karen aussi, parce qu'elle a insisté aussi aux États-Unis pour que je puisse le sortir, parce que visiblement, eh bien, il y avait un peu de potentiel. Merci d'avoir suivi cette genèse de Under the Blue Sky, et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis écoutez, prochaine vidéo, c'est le point lecture de janvier, donc voilà. Allez, ciao, merci à vous, ciao.